Bien, on va continuer, je le disais en conclusion de la précédente conférence. On essaye de donner la parole à des marques exceptionnellement. C'est la première fois qu'on fait ça sur IFTM Top Resa. L'idée, c'est vraiment de découvrir soit un département d'une marque, soit une tendance plus générale du travel. On a appelé ça d'ailleurs les tendances du travel. Donc on a fait ça hier avec le groupe Air France qui nous a fait un peu découvrir sa politique digitale. Et puis aujourd'hui, on a décidé de donner la parole à une marque qui fait couler beaucoup d'encre, mais qui finalement... On ne connaît pas forcément encore très bien cette marque-là. C'est l'occasion de la découvrir aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir avec nous Franck Montseret, qui est le patron d'Uber for Business et qui est en fait la branche B2B d'Uber. C'est ça, Franck ? C'est bien ça, oui. Bonjour François-Xavier et merci pour l'invitation. Eh bien, écoutez, ça va être un plaisir. On est ensemble pendant une petite trentaine de minutes. On va en profiter avec vous. Alors d'abord, une première question toute simple. D'abord, une photographie finalement d'Uber en France. Que représentez-vous ? Combien de chauffeurs ? Dans combien de villes êtes-vous présent ? Voilà, ça ressemble à quoi Uber en France aujourd'hui ? Alors déjà, je pense qu'on peut commencer par dire que Uber va bien, parce qu'on on voit beaucoup de choses dans la presse, mais voilà, la société va très bien. Avant de s'attarder sur quelques chiffres, sur les chiffres précisément en France, peut-être 2-3 chiffres au niveau global. On a 75 millions d'utilisateurs dans le monde. On est présent dans 600 villes dans le monde. Il y a plus de 3 millions de chauffeurs qui se connectent sur la plateforme. Et chaque jour, on réalise 15 millions de courses, 15 millions de trajets dans les 600 villes dans lesquelles on est présente. Maintenant, sur la France, on a 28 000 chauffeurs actifs sur la plateforme, 3 millions d'utilisateurs, et on est aujourd'hui présent dans 15 villes. Donc voilà, donc on renforce notre ancrage sur le marché français. On a d'ailleurs annoncé la semaine dernière l'ouverture dans 3 nouvelles villes, que sont Avignon, Aix-en-Provence et Toulon, après des tests réussis durant l'été. On renforce aussi notre engagement dans le défi de la transition écologique. On a lancé Uber Green, donc la possibilité de commander des véhicules hybrides ou 100% électriques à Paris il y a 2 ans. On va plus loin, on ouvre encore 3 nouvelles villes dès début octobre. Donc Uber Green sera disponible à Lille, Bordeaux et Nice. Et puis on se diversifie également. On a lancé il y a 2 ans Uber Eats en France, qui est aujourd'hui leader en France sur la livraison de repas et qui est déjà dans 42 villes en France, donc une croissance extrêmement rapide. Et puis, voilà, vous l'avez dit en introduction, on attaque le marché du B2B. Et donc on construit des offres qui sont dédiées aux entreprises pour les aider justement à mieux gérer tout ce qui va être autour de la mobilité. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Comment s'est comportée votre activité depuis le début de l'année ? Est-ce que vous avez été évidemment impacté, comme bon nombre d'acteurs du travel, par les grèves d'Air France, les grèves de la SNCF surtout ? Voilà, comment aujourd'hui votre activité se porte ? Alors, l'année 2018 est une année assez particulière, puisqu'en fait, le cadre réglementaire a changé. Donc, depuis le 30 décembre 2017, il y a une loi qui a été mise en application qui s'appelle la loi Grand-Guillaume, qui a visé à réformer le marché des VTC, avec 2 principaux changements. Le premier, c'est une réforme de l'examen. Donc, l'examen a été modifié. Et puis, la suppression d'un statut qu'on appelle LOTI ou capacitaire, qui a entraîné la suppression de plusieurs milliers de chauffeurs sur les plateformes de VTC. Donc, une attrition de l'offre, alors que la demande est restée constante. Ce qui a pu expliquer des temps d'attente ou des prix qui ont été légèrement plus hauts que d'habitude. Précisément sur les grèves, en effet, on a constaté des pics de demande, plutôt le matin et le soir, et plutôt en lien d'ailleurs avec les grèves SNCF qu'Air France, c'est plutôt ce qu'on a constaté. Et d'ailleurs, en lien avec la SNCF, on a mis en place une offre sur Uber Pool, qui est notre solution de véhicules partagés, avec une réduction de 20% justement, au moment spécifique où il y avait des grèves pour aider justement et faciliter la mobilité des usagers qui ont pu être bloqués. Alors on se souvient, c'est vrai, vous l'évoquiez avec cet examen plus dur aujourd'hui pour les chauffeurs. On se souvient par le passé que vous avez eu des tensions, des conflits plus ou moins durs avec ces chauffeurs. On en est où aujourd'hui ? Est-ce que la situation s'est apaisée ou pas ? Alors oui, la situation évidemment s'est apaisée. Il faut quand même rappeler que Uber est une entreprise très jeune. La société a à peine 10 ans. On est en France depuis 6 ans. Paris était d'ailleurs la première ville en dehors des États-Unis à être ouverte. Et on a connu une croissance extrêmement rapide, ce qui a pu générer parfois quelques tensions par le passé. Aujourd'hui, les chauffeurs sont réellement une priorité pour Uber. On investit énormément pour eux.
On peut peut-être citer 2 initiatives qu'on a annoncées récemment. La première, c'est un partenariat avec AXA qui vise à amener de la protection sociale justement pour les chauffeurs. Donc aujourd'hui, un chauffeur qui ne peut pas exercer son activité pour des raisons médicales ou pour des raisons techniques, tout simplement, perçoit des indemnités et cette assurance est financée à 100% par Uber. On a également annoncé récemment un partenariat avec BNP Personal Finance, justement pour faciliter l'accès au crédit pour les chauffeurs qui souhaitent devenir justement chauffeurs de VTC, et également la construction d'une plateforme, d'un portail avec des véhicules d'occasion disponibles qui répondent aux critères d'acceptation justement pour entrer sur la plateforme. Donc beaucoup d'investissements, ça continue et c'est réellement une priorité très très forte pour Uber. Alors, première tendance, Franck, c'est vrai qu'on parle beaucoup de véhicules partagés dans le monde du transport. Et je le disais, ce n'est pas une mode, c'est une vraie tendance de fond. Où en êtes-vous en la matière? Est-ce que vous vous intéressez au sujet du véhicule partagé ou pas? Alors oui, on s'y intéresse évidemment énormément. C'est vrai qu'on peut se dire que de prime abord, c'est un peu étrange de partager en fait une course avec un ou plusieurs inconnus. Mais on voit que les mentalités évoluent. Pour parler de l'usage, dans une ville comme San Francisco, il y a déjà un trajet sur 2 qui s'effectue en véhicule partagé. Et à Paris, donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ici, il y a déjà entre 20 et 30% des courses qui s'effectuent sur Uberpool, qui est notre offre de véhicules partagés. 20-30% aujourd'hui sur Paris? Exactement. Donc c'est une vraie tendance. Voilà. Et cette tendance, on y croit beaucoup et on y investit beaucoup, tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans la vision de la mobilité que nous avons, qui est une mobilité durable, responsable et également accessible à tous. Et le fait, c'est très simple, et de mettre plusieurs personnes dans une même voiture a pour conséquence directe de limiter en fait la congestion, de limiter la pollution. Donc voilà, donc on investit énormément là-dedans et c'est pas une mode, c'est une vraie tendance de fond qu'on observe sur le marché. Alors, on parle aussi beaucoup d'une autre tendance, c'est la multimodalité, l'addition de plusieurs transports à un moment donné dans son parcours. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans cette tendance justement de multimodalité? Alors c'est une ambition qui est assumée publiquement pour nous. C'est voilà, on veut devenir une plateforme multimodale. On s'inscrit complètement dans cette dynamique. L'objectif, c'est quoi? C'est de proposer à nos utilisateurs d'aller d'un point A à un point B avec différents modes de transport. Et les transports qui vont être le plus adaptés. Donc on a typiquement annoncé récemment l'acquisition d'une société qui s'appelle Jump, qui est une société américaine qui propose des vélos électriques en libre service. Donc l'idée est très simple, c'est que pour des trajets plutôt courts en centre-ville, on pense que la voiture, y compris d'ailleurs VTC, n'est pas forcément la solution la plus adaptée, et on va plutôt privilégier justement ces vélos électriques. On a également fait un investissement conséquent dans une société qui s'appelle Lime, qui sont des trottinettes électriques qu'on peut déjà voir aujourd'hui dans Paris. Et donc vraiment l'objectif est de faire en sorte que les utilisateurs vont ouvrir notre application et en fonction de leur point de départ, de leur point d'arrivée, on va essayer de leur proposer justement les modes de transport qui sont les plus adaptés. Et sur un trajet, on pourra avoir justement plusieurs modes de transport pour se rendre d'un point A à un point B. Aujourd'hui, sur la plateforme Uber, moi, je peux réserver une trottinette électrique, par exemple, si je suis à Paris. Ça, c'est faisable aujourd'hui. Alors, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Non, pas encore. C'est voilà, ce sur quoi on travaille. Je parlais de Jump. La première ville européenne à être lancée sera Berlin. Et ce sera également lancé prochainement à Paris. D'accord. Donc dans les prochains mois, on espère avoir ça. Alors, il y a un sujet qui fait débat maintenant depuis de nombreuses années, c'est le sujet du véhicule autonome. Alors, tout le monde est d'accord pour dire que ça arrivera bien un jour ou l'autre, mais les experts se disputent sur le calendrier. Certains disent c'est pour demain, 2020, d'autres disent oh là là, certainement pas, il faudra attendre 10 ans, 15 ans. Est-ce aujourd'hui toujours une priorité chez Uber alors que on a vu qu'il y avait eu quelques déconvenues, quelques accidents. Alors est-ce que ça reste toujours d'actualité chez Uber? Alors ça reste en effet parfaitement d'actualité. Au même titre que la sécurité qui est vraiment une priorité numéro 1 pour Uber. On investit énormément et on fait vraiment beaucoup de choses pour améliorer, systématiquement pousser la technologie le plus loin possible pour justement apporter plus de sécurité, que ce soit aux chauffeurs ou aux passagers. Donc c'est évidemment toujours une priorité. Au-delà d'être autonome, cette voiture, on la voit surtout propre et partagée. Voilà, donc c'est un peu plus que ça.
On investit évidemment énormément dans la technologie pour développer ces véhicules autonomes. Peut-être juste 2 chiffres. On a déjà 30 000 passagers qui ont pris des courses en véhicule autonome avec Uber. Et on a déjà effectué un peu plus de 3 millions de kilomètres. Donc voilà, donc on apprend. Aux États-Unis principalement, évidemment. Aux États-Unis, en effet. On apprend, on teste, on est aussi humble avec la technologie, on prend le temps puisque c'est une transition importante. En effet, ça n'arrivera pas demain, ça va prendre du temps. Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va arriver. Voilà, Oui. mais qu'il va falloir plusieurs années. Alors, on n'est pas les seuls à s'y intéresser. Voilà, c'est une innovation. Voilà, et plutôt que de la regarder, on décide d'y aller complètement et d'y participer. Oui. Donc, voilà, donc il va falloir un petit peu de temps, mais voilà, ça reste évidemment une priorité très très importante. Donc en tout cas, les accidents qu'il a pu avoir ne vous refroidissent pas. On va continuer à y aller dans la voiture autonome. On a aussi appris dernièrement que vous alliez ouvrir un centre de recherche à Paris dédié au projet de taxi volant. Alors là, je me dis, Franck, on est dans la science-fiction. On est où exactement? On parle déjà de voiture autonome, mais vous allez encore plus loin. Vous allez jusqu'au taxi volant. C'est bientôt une réalité, ça? Alors, bientôt une réalité. On a d'ailleurs préparé une vidéo pour, plutôt que d'en parler, de montrer à quoi ça va ressembler. Tiens, on va regarder ce que c'est que le taxi volant, histoire de rêver un peu. Bon, alors évidemment, quand on voit les embouteillages en dessous de soi, ça fait rêver. Mais sincèrement, Franck, là, c'est de la science-fiction, là, ça, non? Alors, c'est pas de la science-fiction, c'est réellement pas de la science-fiction. Ouais. Voilà, on peut dire que voilà, on a tous en tête le film Le 5e élément de Luc Besson, qui est sorti en 97. Donc on est 21 ans plus tard et ça n'existe toujours pas. Et pourtant, voilà, des maquettes existent et on y travaille. Et les premiers vols de démonstration auront lieu en 2020. Donc 2020, c'est demain. Ça aura lieu à Dallas, à Los Angeles et dans une 3e ville internationale. Paris fait partie d'ailleurs des villes qui sont shortlistées pour ce lancement. Donc on le saura dans les prochains mois. Donc réellement pas de la science-fiction, des énormes investissements. Également, on est très fiers puisqu'on ouvre en tout début d'année un centre de recherche et développement à Paris sur ces technologies-là. Ouais. Très fiers parce que c'est pour la première fois qu'Uber va ouvrir un centre de recherche et développement en dehors des États-Unis. Et du coup, on a choisi la France, donc ce qui est une fierté. On a des ingénieurs d'extrêmement bonne qualité, en particulier dans l'aviation. Et donc, on ouvre ce centre de recherche et développement en tout début d'année, en association avec Polytechnique, avec un investissement de 20 millions d'euros pour justement faire de la recherche et essayer d'aller plus vite dans cette aviation urbaine. Alors, on se dit ça va coûter une fortune pour le passager, ça, non? C'est l'objectif justement et encore une fois de la vision de notre mobilité, au-delà d'être fiable, efficace, on veut qu'elle soit accessible à tous. Et aujourd'hui, tous les produits qu'on propose sur notre plateforme sont accessibles à tous. Et l'objectif est justement d'avoir des offres qui vont être accessibles à tous et non pas... Donc on peut imaginer qu'avant 2025, on aille du centre de Paris à Roissy en 10 minutes, grâce à vous. Ce sera peut-être faisable. Ce sera faisable et j'espère qu'on pourra d'ailleurs quitter cette conférence dans quelques années et se rendre à un aéroport très facilement en regardant les bouchons depuis le ciel.
Bah, écoutez, je serai l'un des premiers à tester en tout cas, croyez-moi. Alors, avez-vous d'autres projets, d'autres priorités dans les mois à venir? On parlait de ce service B2B justement d'Uber. Qu'est-ce qu'il en est? Alors en effet, on a lancé en France depuis maintenant une petite année une offre B2B. L'objectif, c'est d'aider les entreprises de toute taille, de la petite PME, start-up aux grandes entreprises, à mieux gérer leurs déplacements professionnels. Quand on parle de déplacement professionnel, on va parler évidemment de tout ce qui est voyage d'affaires, qui est un énorme marché, un énorme poste de dépense pour les grandes entreprises françaises. Et puis également transport de partenaires, d'invités, de clients. Donc tout ce qui va être transport pour autrui, où on a développé justement une plateforme qui est en dehors de l'application et qui permet de commander justement des voitures avec chauffeur de manière très industrielle. Donc derrière, il y a plusieurs évidemment use cases différents. On va avoir des services d'assistance qui vont justement utiliser cette plateforme pour envoyer des véhicules à différents endroits lorsque vous êtes en panne. On va avoir des émissions de télévision qui vont envoyer des voitures pour aller chercher des invités. Et donc voilà, donc il y a pas mal de use cases différents. Et puis évidemment sur le voyage d'affaires, c'est très simple, c'est comment on va segmenter et aider à segmenter les employés des entreprises, leur usage personnel de leur usage professionnel. Et lorsqu'on voyage pour des raisons professionnelles, on a quelques attentes qui sont différentes. Donc on a ajouté des options aussi dans l'application pour nos clients professionnels. Et on essaye de faciliter aussi tout ce qui va être la gestion des notes de frais. Voilà, je pense que ça n'amuse personne de faire des notes de frais. Et donc, on fait un maximum de partenariats. On en a annoncé d'ailleurs quelques-uns récemment. On a fait des partenariats avec 2 plateformes françaises qui sont Rydoo, qui appartient à Sodexo, et Expensia, pour justement permettre aux employés des sociétés de prendre des Uber facilement. Et dès lors qu'ils sortent de la voiture et claquent la porte de la voiture, eh bien, immédiatement, une ligne de dépense est créée dans leur plateforme avec l'ensemble des informations, lieu de départ, lieu d'arrivée, évidemment le tarif de la course, la typologie de véhicule utilisé et surtout un reçu digital qui est attaché à la course. Donc il n'y a plus d'impression à faire, il n'y a plus de photos à faire. Et voilà, et je pense que c'est extrêmement apprécié par les employés qui gagnent du temps et donc de la productivité. En arrêtant de passer des heures à faire des notes de frais. Oui, vous le déchargez de toute une part de travail extrêmement laborieuse, évidemment, pour lui. Pour finir, Franck, moi j'ai juste une question. C'est vrai que votre entreprise a généré un terme, entré dans le langage courant, celui d'ubérisation, qui est associé à tout un tas de choses, pas forcément positives. Est-ce un handicap pour une marque comme la vôtre aujourd'hui? Alors c'est une bonne question très intéressante. Peut-être on peut commencer par préciser que ce terme d'ubérisation n'émane pas d'Uber. Il a été créé par la société, donc voilà, c'est pas nous qui l'avons créé. Également qu'il est très important, en tout cas plutôt considéré en France qu'à l'étranger. On est le seul pays dans le monde qui l'avons inscrit dans certains dictionnaires. Il a été très très utilisé en France. Alors est-ce que c'est un handicap ou pas? Moi je pense que non, ce n'est pas un handicap, parce qu'on est assez fiers justement que ce terme existe. Donc si on a envie de l'expliquer un petit peu, c'est en tout cas mon point de vue, c'est une entreprise qui arrive sur un nouveau marché et qui va chambouler ce marché avec plus de flexibilité, plus de personnalisation pour à la fois les utilisateurs et les acteurs économiques. Et donc si on peut aider les entreprises, et en particulier les entreprises françaises, à repenser leur modèle et leur modèle économique, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, j'ai reçu récemment en entretien un candidat qui travaillait pour un grand cabinet de conseil. Et quand je lui ai demandé ce sur quoi il travaillait en ce moment, il m'a dit « Ça fait 6 mois que je travaille pour une grande entreprise française et la problématique est la suivante, comment ne pas se faire ubériser ?» Et donc voilà, donc si on peut aider les entreprises françaises à penser, à repenser leur modèle, puisqu'on est dans un monde global, je pense que c'est une bonne chose et on en est plutôt fiers. Une bonne façon en tout cas de positiver le problème. Un grand merci, on a découvert, je pense qu'on a mieux découvert Uber, ce que vous étiez, ce que vous faisiez. Un grand merci en tout cas d'avoir participé à cette séance, Franck. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, on peut l'applaudir. Et puis on vous donne rendez-vous, on reprend à 13h30 avec une conférence sur le social media. Les influenceurs, aujourd'hui, que font-ils? Comment les marques peuvent les utiliser? On se donne rendez-vous à 13h30, ici même.